Dernière partie de la grande table, Olivia Gesbert. Liberté, égalité, fraternité, la laïcité nous oblige-t-elle? Et si oui, à quoi tout de suite? Effectivement, c'est la deuxième partie de la grande table. Avec vous, Antoine Mercier, vous restez avec nous jusqu'à 13h30. C'est le feuilleton de l'été qui, avec la fin des beaux jours, de la plage des maillots devrait retomber, aidé par la décision du Conseil d'État d'invalider l'interdiction du burkini. Polémique qui, aux côtés des troubles à l'ordre public, a vu ressurgir le beau mot de laïcité, dont on ne sait pas très bien ce qu'elle a à faire là-dedans, mais qui n'est pas malvenu non plus. Après tout, que signifie ce retour de la question laïque? Doit-on s'interdire de repenser un principe encadré par une loi qui commence à beaucoup dater, et on va en refaire l'histoire. Face au retour du religieux dans l'espace public, social, quel mode de régulation politique et juridique pratiquer? Philippe Portier travaille depuis toujours sur l'articulation entre religion et politique et il publie cet été L'État et les religions en France, une sociologie historique de la laïcité aux presses universitaires de Rennes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment allons-nous, Philippe Portier? Je crois que la société française est dans une situation d'inquiétude. Parfois même dans une situation d'angoisse. Probablement pas au niveau des existences privées. Lorsqu'on interroge les Français sur leur propre parcours d'existence, finalement le bilan est assez positif. Là où les choses changent, c'est quand on leur demande comment la société globalement va. Et là, un certain nombre de traits transparaissent systématiquement dans les études d'opinion. Les Français estiment ne plus avoir confiance dans leurs gouvernants, estiment que la société française est menacée dans son unité, peut-être plus gravement que les générations futures n'auront pas le même statut que les générations passées. Je dirais volontiers que nous avons changé de régime de modernité. Nous étions hier dans le régime d'une modernité enchantée, d'une modernité heureuse. L'expression revient aujourd'hui dans le débat politique. Nous sommes aujourd'hui dans une ultra-modernité où la mobilité de nos existences s'accompagne toujours d'une forme d'incertitude. Et dans tout ça, vous, Philippe Portier, comment allez-vous comme penseur, chercheur, observateur ou simple citoyen? Vous êtes inquiet? Apparemment, vous revenez de vacances quand même. Oui, mon teint doit trahir cela. À titre individuel, très bien, je crois. Du point de vue de mon regard sur la société en tant qu'entité collective, une inquiétude aussi devant un certain nombre de mouvements qui sont aujourd'hui en train de se développer dans notre société et au-delà. Bon, vous venez d'entendre Antoine Mercier, méfiez-vous de lui, hein. Il va être notre sniper contradicteur, vous voyez. Déjà, il vous ramène à ce bel été que vous avez dû passer. Philippe Portier, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, rattaché à la Sorbonne, vous occupez la chaire Histoire et Sociologie des laïcités et dirigez le groupe Société, Religion, Laïcité, laboratoire du CNRS. Pour vous, la laïcité est une forme de reconnaissance du religieux, c'est une loi libérale au sens propre du terme, c'est-à-dire de liberté. Dès lors, il n'y aurait pas une, mais des laïcités, chacune des conceptions dépendant de l'état, des relations entre pouvoirs temporels et spirituels. Alors, dans quel état, justement, le burkini a-t-il mis la classe politique en cette rentrée? En état d'abord de polémiquer, mais aussi en état d'urgence de réaffirmer certains principes. Écoutez. Qu'on nous foute la paix, globalement, un peu avec la religion, qu'on respecte la foi des uns et des autres. Il y a des gens qui croient, il y en a qui croient pas, il y en a qui sont athées. Et justement, c'est la liberté de croire, de vivre sa foi, ça c'est quelque chose d'essentiel. De grâce, arrêtons avec ça. La France ne va pas passer son temps à discuter des tenues religieuses. Aujourd'hui, vous avez le problème du lait, on n'en parle pas. Vous avez le problème de la rentrée scolaire, on ne va pas en parler. Vous avez le problème du chômage, et ainsi de suite. Ce sont les grandes questions. Les leçons de laïcité, les surenchères des uns et des autres, je ne veux pas y entrer. Mon rêve de société, c'est une société dans laquelle les femmes sont libres et fières de leur corps. Maintenant, si vous me demandez si je juge pertinente la place qu'a prise la polémique autour du burkini ces dernières semaines, la réponse est non. La faute à qui? Clairement non. La faute à qui? Eh bien, la faute à qui? La faute à ceux qui y ont vu un potentiel d'exploitation, d'instrumentalisation politique, et ce que moi je déplore totalement, parce que j'estime que dans ce moment grave, qui est un moment post-attentat, où les Français sont inquiets, il ne faut pas rajouter de l'huile sur le feu. La question devrait mobiliser tous les républicains. Et par ailleurs, tous ceux qui défendent l'égalité stricte entre l'homme et la femme.
sur le territoire de la République. Nous ne voulons pas de régression du droit des femmes et c'est une régression d'obliger les femmes à être habillées en burkini. Une loi doit régler la question. Nous ne voulons pas de signes extérieurs d'appartenance à une religion dans notre pays. Nous ne l'acceptons pas. J'ai fait partie de la commission de Bernard Stasi au moment où la question s'était posée de légiférer ou non sur le port du voile à l'école. Et un de mes souvenirs les plus marquants avait été celui d'un certain nombre de filles qui nous avaient dit, écoutez, vous êtes bien gentils, mais vos trucs de laïcité, tout ça c'est complètement coupé de ce que nous on vit. Parce que la réalité, c'est que si vous n'interdisez pas le voile, vous le rendez obligatoire à l'école. Et que nous, dans les quartiers, si jamais il n'y a pas l'interdiction du voile, on sera toutes obligées de le porter. Cette voix-là, de ces filles, elle résonne aujourd'hui aussi dans ma tête. Voilà, quand Laurent Wauquiez entend des voix, ça n'intéresse personne, ce débat, cette polémique sur le burkini, nous dit Jean-Luc Mélenchon, mais en même temps, tout le monde en parle et tout le monde en a parlé tout l'été, et notamment Cécile Duflot, que vous venez d'entendre, Najat Vallaud-Belkacem, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Sarkozy et Laurent Wauquiez. Michel Portier, quel profond contresens a fait surgir pour vous cette polémique du burkini ? À moins que ce ne soit que du sens, c'est ce que vous allez nous dire peut-être. Mais il y a nécessairement du sens. On fabrique là des significations, mais qui sont des significations nouvelles par rapport à la définition originale de la laïcité. Lorsqu'on fait retour 110 ans en arrière, en 1905, on voit bien que la laïcité n'est pas pensée comme elle l'est aujourd'hui, à partir d'un élément d'identité, comme c'est le cas aujourd'hui, d'une volonté assimilationniste, pour reprendre une expression centrale dans les discours de Nicolas Sarkozy. Ce qui caractérise la loi du 9 décembre 1905, c'est qu'elle tente de régler de manière libérale le problème de la coexistence en France des familles de pensée, des convictions et des croyances. Donc là, le contresens pour vous principal de cette polémique, de cette controverse estivale, ça a été d'associer cette question du burkini, donc du port d'un maillot de bain intégral, à ramener ça à la question de la laïcité, pour faire court. Je ne sais pas si on peut parler de contresens. Je dirais plus volontiers qu'il y a une tentative aujourd'hui de faire muter la laïcité. Dans un sens extensif. Dans un sens extensif, assimilationniste, qui n'était pas son sens initial. Encore une fois, le sens initial était marqué... Oui, mais c'était quand tout le monde était assimilé aussi, qu'on a pu faire cette laïcité qui n'était pas assimilationniste. Il n'y avait pas de remise en cause, précisément, du principe de laïcité. Non, vous aviez à l'époque, au début du XXe siècle, un conflit très, très important entre deux tendances au sein des Républicains. Certains qui estimaient, au nom d'une vision intégraliste de la laïcité, qu'il fallait, de force, conduire les individus à embrasser les décrets de la raison universelle. Nous avions dans ce camp des socialistes comme Allard, mais aussi des radicaux comme Émile Combes, qui, les uns et les autres, allaient dans le sens d'une conception autoritaire de la laïcité, avec des nuances entre eux. Et puis de l'autre côté, brillant, Jaurès, en tout cas en 1904-1905, qui, eux, défendent une perspective libérale, en estimant que c'est par un effet de l'histoire qu'un jour ou l'autre, les Français arriveront tous, catholiques ou pas, à embrasser les règles de la raison universelle. Deux stratégies, au fond, tendues ou sous-tendues par le même objectif, faire des Français des citoyens rationnels et autonomes, mais selon des procédures très différentes. Donc aujourd'hui, on revient à l'autorité, c'est ça que vous dites ? Il y a en effet, dans les principes d'aujourd'hui, avec des différences sur lesquelles nous pourrons revenir, une volonté de regallicaniser la laïcité française, d'en faire un instrument d'intégration au service de principes qui, tantôt, pour un certain nombre de nos acteurs, sont des principes néo-rationalistes, embrasser la raison universelle, tantôt du côté par exemple d'un Nicolas Sarkozy ou d'une Marine Le Pen, je les associe ici pour aller vite, l'idée de renvoyer les Français à des traditions
à des coutumes, à des paysages, à une insertion dans une culture qui viendrait définir ce qu'est l'éthos de la République. Alors Philippe Portier, dans l'État et les religions en France, sociologie historique de la laïcité, vous expliquez, détaillez justement ce point de vue. Quand ce modèle de séparation des cultes et de l'État émerge au début du XXe, il fait corps, écrivez-vous, avec une idéologie républicaine qui entend organiser le social autour d'un État surplombant et éducateur, porteur de raison et de progrès. C'est alors une loi de pacification par le droit qui met un terme à la guerre des deux France. Elle fonde un vivre ensemble, quelque part, qui offre la possibilité à deux catégories de population, les croyants et les non-croyants, de se retrouver dans la même nation, dans une religion civile partagée. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, selon vous, Philippe Portier, il ne faut pas repenser cette loi de la laïcité pour nous aider à défendre, à trouver une culture commune, des valeurs collectives? Est-ce qu'elle peut pas être ce pilier-là? Alors, on voit bien que la loi de 1905, aujourd'hui, se trouve plus ou moins remise en cause. Parce qu'elle est à contretemps ? Parce qu'elle pose un certain nombre d'obstacles juridiques à des politiques qui voudraient aller dans le sens d'une intégration plus forte de populations qui se reconnaissent dans une identité religieuse. Le propre de la loi de 1905, et j'ajouterais au fond de la Troisième République, c'est d'articuler deux principes de fonctionnement. Ce que vous venez de dire dans votre intervention. D'un côté, en effet, un État éducateur qui, par son système scolaire, permet aux individus, aux élèves, d'accéder demain à la raison universelle à partir de laquelle ils pourront devenir des électeurs sensés. Travaillant au fond à l'émergence de ce que Sainte-Beuve appelait le diocèse des esprits émancipés. Et puis de l'autre côté, c'est ce que j'expliquais à l'instant, il y a aussi, alors même que l'État se veut éducateur, l'idée d'un État libéral, qui n'entre pas dans les consciences, qui jusqu'au bout décide de préserver la liberté d'enseignement, par exemple, et qui laisse en 1905 aux églises, et à l'Église catholique en particulier, qui était pourtant l'ennemi de la République, la possibilité de s'organiser à son gré, de communiquer librement, de créer par elle-même ses propres diocèses, de nommer comme elle l'entend ses clercs. Alors, on voit bien que ce système, aujourd'hui, pose problème, et qu'il est difficilement adapté à un discours politique qui voudrait faire passer sous les fourches codines d'une intégration plus ou moins autoritaire un islam qui lui résiste. Du coup, on est confronté, on le disait tout à l'heure avec l'intervention de Madame Desplat, à une sorte de contradiction entre d'un côté un fond juridique, un code de droit, qui est un code profondément libéral, et puis de l'autre côté, une classe politique, souvent d'ailleurs portée par une opinion publique qui a profondément évolué au cours de ces dernières années, qui réclame plus de contrôle, un contrôle que précisément la loi de 1905 ne peut pas lui permettre d'assumer. Mais alors pourquoi ? Parce qu'il y a un contexte quand même aussi, Philippe Portier, il faut le dire. Vous parlez de cette intégration de l'islam quelque part dans nos valeurs, cette volonté d'assimiler. Il y a eu quand même une série d'attentats en France, ça nous aura pas échappé l'an passé, ça a continué, recommencé encore cet été. Est-ce qu'on a un problème avec notre islam aujourd'hui en France, et est-ce que cette loi de la laïcité peut nous permettre d'envisager autrement ce vivre ensemble ? Alors, je crois qu'il faut toujours, face à des événements comme cela, se défier d'un jugement moral, et qu'il faut essayer de comprendre dans la moyenne durée pourquoi, à un moment donné, la population française se raidit, donnant lieu du côté du discours politique à des expressions qui vont dans le sens de cette opinion désormais, on emploie souvent l'expression droitisée. En tout cas... Alors pourquoi quand même, répondez à la question. En tout cas, marqué par une sorte de déclin de cette éthique de la tolérance qui avait beaucoup marqué les années 1970 et les années 1980. Un grand sociologue, Raymond Boudon, disait... En quête des années 80, ce qui caractérise la France, c'est d'abord, dans son opinion publique, l'esprit de tolérance. Et on voit bien qu'à partir des années 1990, on entre dans un autre modèle, un modèle qui n'a fait que s'accentuer depuis lors, avec une sorte de réticence très forte du côté des Français à accepter la possibilité d'une compatibilité entre l'islam et les valeurs de la République. Les choses montent en puissance entre 1990 et l'immédiat aujourd'hui. Alors évidemment,
évidemment, vous avez tout à fait raison de poser la question, mais pourquoi? Ce qu'il y a, c'est que vous dites que nos responsables politiques jouent aujourd'hui avec nos peurs et quelque part instrumentalisent cette laïcité en ce sens. Mais les peurs, elles sont là. Il faut bien trouver une manière, et c'est aussi le rôle du politique d'y répondre, non? Les peurs sont là, bien sûr. Le problème est de savoir, mais là vous me demandez un jugement normatif, au fond, plus qu'une explication sociologique sur ce qui est en train de se passer, alors que j'étais parti pour essayer d'aborder la question d'un point de vue sociologique. Vous me demandez de glisser sur le terrain du normatif. Ici, on pourrait répondre au fond par une réflexion de type philosophique qui renverrait peut-être à Benjamin Constant au XIXe siècle, quand il expliquait que précisément le rôle de l'homme politique dans un système représentatif n'était pas systématiquement d'être le reflet de l'opinion publique, mais au contraire, à un moment donné, d'apparaître comme celui qui permet à la société de persévérer dans ses valeurs et dans ses droits. Alors, il y a là évidemment tout un débat qu'on voit ressurgir aujourd'hui, qui a été l'un des points d'interrogation du XIXe siècle. Est-ce que la démocratie, c'est le règne de l'État scribe, celui qui se contente de refléter les valeurs dominantes, ou est-ce que c'est au contraire un État qui apparaît comme un État recteur, qui d'une certaine manière permet aux représentants de donner à l'opinion publique le sens des valeurs à partir desquelles la société doit se fonder. Effectivement, vous développez ces points-là, ces points-ci dans votre ouvrage, Philippe Portier, l'État scribe, c'est-à-dire que le droit s'ouvre un peu partout aux revendications singularistes et que l'État recteur le devient quand cette reconnaissance s'accompagne de restrictions. Vous dites que du côté de la régulation, les États européens aujourd'hui se cherchent vraiment leur place, leur légitimité aujourd'hui encore, à travers cette double casquette. Antoine Mercier. Oui, j'ai envie de vous poser quand même la question sur l'identité, revenir à cette dualité identité-laïcité. Tout se passe comme si on oubliait quand même qu'il y a un rapport direct entre la France et la laïcité, que la France est le pays de la laïcité, que ce n'est pas une notion qui est très partagée au-delà de nos frontières, et que, à ce titre-là, cette notion de laïcité peut être non pas constitutive d'une identité au sens barécien du terme, mais malgré tout d'une sorte d'identité intellectuelle, d'identité de pays, de façon de voir le monde, qui effectivement peut être acceptée dans, j'allais dire, le corps politique et le corps social français comme faisant partie effectivement, malgré tout, du patrimoine français. Votre question pose un problème, c'est qu'elle hexagonalise l'idée de laïcité, le principe juridique de laïcité. Et sur le fond, et on pourrait dire aussi bien que les sociétés démocratiques modernes sont toutes des sociétés laïques. Un historien français, Émile Poula, disait à propos de la mosaïque européenne, ce qui caractérise les pays européens, c'est qu'ils sont tous laïques. À partir du Sauf que c'est la France qui ne veut pas inscrire les traditions chrétiennes dans l'Europe, par exemple, dans la Constitution. Il existe, cela dit, des modèles nationaux de mise en œuvre de la laïcité que je définirais volontiers comme étant marqués par trois grands principes. Cette idée que le politique ne doit pas dépendre du religieux, cette idée que le politique, une fois installé dans son immanence, estime nécessaire de défendre la liberté de conscience en affirmant l'égalité des citoyens devant les convictions et les croyances. Alors nous sommes là dans un schéma que vous pouvez appliquer tout aussi bien à la France qu'à l'Allemagne, qu'aux États-Unis, qu'à l'Angleterre et qu'à la France. C'est un schéma, cependant, qui connaît des modalités juridiques différentes d'actualisation. Et votre question renvoyait bien davantage qu'au concept de laïcité à ces modalités d'actualisation juridique. Et on voit bien qu'en effet, la France a développé, à partir du XIXe siècle, une conception de la laïcité qui était marquée par une séparation plus stricte entre les églises et l'État que celle qu'on peut repérer ailleurs. Il reste que la séparation Église-État peut s'accommoder tout à fait. C'est ce qui s'est passé en 1905 avec Briand et Jaurès d'une conception libérale d'articulation de la relation entre les cultes et l'État. Et aujourd'hui, Philippe Portier, vous estimez qu'il y a une forme de convergence des laïcités européennes autour d'un défi ou de plusieurs défis identiques, mais le principal d'entre eux serait celui de la confrontation avec l'islam, religion émergente et en mal de reconnaissance dans nos États. Est-ce que la solution, la réponse est la même? Alors je voudrais faire droit à ce que disait à l'instant Antoine Mercier, en précisant qu'en effet, nous sommes inscrits les uns et les autres, pays européens, dans des sentiers de dépendance différents. Et qu'en effet, nous venons en France
d'un modèle de laïcité marqué par un discours plus dur, plus raide vis-à-vis du phénomène religieux. C'est Tocqueville qui disait au XIXe siècle, à chaque fois qu'on ouvre la question religieuse, on entre dans des débats sans fin, dans des querelles que ne connaissent pas les autres peuples européens. En France, il y a en effet ce discours-là qui est disponible pour le débat public. Il reste pour autant que les laïcités européennes ne sont pas aussi dissemblables que cela. On voit bien que en Angleterre qu'en Allemagne, il y a peut-être une ouverture plus grande au phénomène religieux que ce qui se passe en France, où nous avons eu toujours cette tendance, en raison du conflit entre État et Église catholique, à marginaliser, à privatiser le religieux. Rien de tel dans d'autres pays. Et pourtant, ces pays-là, aujourd'hui, se trouvent confrontés au même défi. Le défi d'un islam qui se marque par des tentations identitaires et qu'on essaye, dans la mesure du possible, d'intégrer à l'éthos commun européen. C'est peut-être parce que, justement, la laïcité vient aussi, alors indépendamment de la France, du christianisme, que c'est le terme même de laïcité, on l'a souvent souligné, comme une sortie de la religion, une religion de sortie de la religion, et que ça s'inscrit malgré tout dans cette tradition chrétienne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, vous avez sur cette question tout un débat. Le problème de savoir si le modèle de l'immanence politique dans lequel nous sommes aujourd'hui engagés procède du christianisme. On évoque très souvent la division des règnes. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Le conflit qui est marqué à partir du XIe siècle, très nettement, entre le pape d'un côté et l'empereur de l'autre. Et tout cela aurait provoqué, au fond, une dualité des sphères, d'où aurait pu naître la laïcité. Il y a aussi cette idée que dans le christianisme, il y a un choix affirmé de l'alliance avec Dieu, mais une possibilité aussi de refuser cette alliance. Et tout cela renverrait, en effet, à un principe plus affirmé peut-être que dans d'autres mondes de la possibilité de la liberté de conscience. Cette idée quand même aussi, ou ce retour dans le discours, notamment des racines chrétiennes de la France, qui a refait surface après l'attentat en juillet dernier de Saint-Étienne-du-Rouvray, beaucoup. Poursuivez, pardon. Oui, et la deuxième thèse, et je veux bien revenir en effet à ce retour aux racines chrétiennes de la France, qui s'accommode d'ailleurs, contrairement à ce qui s'est passé sous la Troisième République, qui s'accommode d'ailleurs d'une exaltation de l'idée républicaine et de l'idée laïque. Comme si on essayait aujourd'hui, dans une sorte de catho-laïcité, de réunir les deux racines principale de notre ethos national. Je reviens à mon explication ou à ma tentative d'explication, car c'est une question sans fin sur laquelle d'ailleurs s'opposent aujourd'hui encore les analystes. D'où vient notre laïcité ? Vous évoquiez à l'instant, et je suis allé dans votre sens, le terreau chrétien d'émergence de la laïcité. D'autres auteurs vont dans un sens différent, en estimant qu'il existe, comme le disait Blumenberg, une sorte de légitimité des temps modernes en soi, et que c'est à partir davantage de la rupture décisoire, volontariste des Lumières au XVIIIe siècle, que serait né l'éthos laïque dans lequel nous sommes aujourd'hui engagés, marqué par la division centrale entre le politique et le religieux. Philippe Portier est notre invité dans cette deuxième partie de la Grande Table pour son ouvrage « L'État et les religions en France » et nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Philippe Portier, elle était l'invité de tous les plateaux de télévision cet été, appelé à donner son avis sur le Burkini, l'essayiste Caroline Forest, qui publie Génie de la laïcité le 12 octobre prochain chez Grasset. Écoutez-la. Sur cette histoire de Burkini, vous pouvez l'imaginer en tant que féministe. Vous imaginez ce que je ressens sur une plage quand je vois une femme en Burkini. J'ai pas tellement envie d'aller à l'eau, mes vacances sont gâchées, j'ai envie de pleurer. Je pense à ces mères algériennes et tunisiennes qui se baignaient en bikini il y a encore 20 ans. Et je sais à quel point nous sommes face à une régression. J'ai soutenu la loi sur les signes religieux à l'école publique. En tant que féministe, je suis contre le Burkini. Mais en tant que laïque, je suis attachée à la loi de 1905, à son esprit et à la constitution du général de Gaulle qui proclame que nous sommes une république laïque, mais que nous respectons aussi la liberté de conscience. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'école. C'est le lieu où on forme les futurs citoyens, où effectivement on a le droit d'être exigeant. On a le droit de leur dire, si vous voulez porter un voile, vous allez à l'école privée, mais l'école de la République, c'est l'école de la laïcité. La plage n'est pas, vous ne pouvez pas en tant que législateur ne pas ignorer la différence des espaces entre l'espace civique, l'espace libre, l'espace privé, l'espace public. La plage, c'est un espace certes public, mais libre.
Il y a des gamins qui se baignent avec des maillots entièrement couverts pour pas avoir des coups de soleil. Ça n'est pas cohérent de dire soudainement que pour le burkini, on va faire un arrêté de circonstances. Et surtout, quand je dis que c'est une victoire pour les islamistes, c'est que depuis 3 semaines, moi qui suis sur tous les plateaux américains, anglais, pour essayer de défendre la laïcité française, à longueur de journée, je peux vous dire qu'on a été ridiculisé, que la laïcité française n'a jamais été autant moquée, que le CCIF, qui est une des organisations qui pourrit le plus le climat dans ce pays en France, le collectif contre l'islamophobie en France, a obtenu grâce à ces arrêtés une victoire auprès du Conseil d'État qui va lui permettre de renforcer son emprise sur un certain nombre de citoyens qui justement se radicalisent grâce à ce genre de sujet. Et c'est pour ça, j'ai envie de vous dire, si vous pensez qu'on va gagner cette guerre avec des arrêtés contre le burkini à la plage, je suis très inquiète pour l'issue de cette guerre. Philippe Portier, vous rejoignez Caroline Forest? Je crois que c'est une analyse qui est une analyse qui mérite d'être soutenue. En particulier sur le deuxième point de son intervention, lorsqu'elle montre le glissement de la laïcité. Glissement pour ce qui concerne les espaces. Tout d'abord, il y avait dans la laïcité traditionnelle des espaces qui étaient laissés à la liberté du sujet. C'était l'espace intermédiaire entre la sphère intime et puis la sphère publique d'État. On voit bien qu'aujourd'hui, toute une série de tentatives visent précisément à étatiser l'espace public, l'espace de communication et de circulation qui était hier encore laissé à l'autonomie des individus. Il y a un second élément qui est très important, dont n'a pas parlé Caroline Forest et qui mériterait peut-être une interrogation, un questionnement. C'est la notion d'ordre public, qu'on a vu évoluer subrepticement tout au long de ces dernières années. L'ordre public, dans le droit républicain traditionnel, est un ordre public qu'on appelle en droit un ordre public matériel, où on se contente de dire finalement on peut limiter la liberté des individus, et en particulier leur liberté de religion, lorsqu'ils portent atteinte à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité publique. Et on voit bien que subrepticement, on est en train de passer à un autre concept de l'ordre public marqué par des valeurs immatérielles, les conditions minimales de la vie en société. Que mettons derrière ce concept? On voit bien qu'on essaye aujourd'hui, dans une période d'incertitude, et je reviens à votre première question, de resubstantialiser nos existences à partir d'un fond commun de valeurs desquelles il ne faudrait pas se détacher. Et c'est ce que le Conseil d'État a rejeté donc. Et on apprend d'ailleurs que le tribunal administratif de Nice fait marche arrière, invalide aussi l'arrêté municipal de Cannes contre le burkini, suivant donc l'avis du Conseil d'État. Tout à fait. Le Conseil d'État a une telle autorité que, de manière très générale, les tribunaux administratifs se soumettent. Se range derrière lui, d'accord. Mais alors justement sur cette question de la visibilité du religieux que vous évoquiez dans votre première partie de réponse, la visibilité du religieux dans l'espace social, c'est important quand même aussi, et c'est une part importante aussi de cette affaire, de ce débat, de cette polémique sur le burkini. Est-ce qu'il faut, selon vous, Philippe Portier, étendre les espaces religieux? Est-ce qu'une plage doit-elle être, elle aussi, un lieu où on n'exhibe pas, où on exhibe les croyances, au contraire? Alors, réponse en 2 temps. Tout d'abord, on se rend compte que le religieux a été toujours visible dans la société française. Et il a été visible en particulier à partir de 1905 de manière très, très évidente. Pourquoi? Tout simplement parce que la loi de 1905 permet à l'Église catholique, avec beaucoup moins de restrictions que du temps du régime concordataire, né avec Napoléon Ier, d'exhiber ses propres manifestations, ses propres appartenances, ses propres signes. Les fêtes Dieu, par exemple, sont des fêtes qui sont restées dans la mémoire collective comme étant des tentatives pour l'Église de pénétrer l'espace public républicain. Simplement, ça n'apparaissait pas. Et je reviens à ce que vous disiez au début de notre entretien, tout simplement parce que la France mélangeait au fond culture républicaine et culture catholique. Ce qui se passe à partir des années 1990, à partir des années 90 essentiellement, c'est que toute une génération de musulmans qui jusqu'alors s'étaient installés dans l'invisibilité deviennent de plus en plus visibles. L'affaire du voile de Creil, en 1989, le montre très clairement. C'est le début d'une affirmation identitaire qu'on ne vivait pas de la même manière auparavant. Et du coup, je reviens à votre interrogation. Si, à un moment donné, la France, dans son opinion publique, témoigne des signes de réticence, de résistance à cette visibilité,
c'est bien sûr parce qu'il y a eu terrorisme et que le conflit accentue toujours les marques d'identité, mais c'est aussi parce que la population musulmane a profondément évolué à partir des années 1990, en particulier dans ces jeunes générations, où l'on voit des affirmations sémantiques, des affirmations de signes qui n'existaient pas dans la période immédiatement antérieure. Et vous êtes d'accord qu'il faut pouvoir adapter ce principe de laïcité à son époque, à ce contexte. Donc on peut éventuellement le repenser, mais en quels termes ? Alors là, encore une fois, vous me demandez de me situer sur un terrain normatif. Je vous répondrai de la manière suivante. En prolongeant peut-être ce que nous avons dit au début de notre entretien. C'est que il y a bien sûr, de la part des acteurs politiques et du droit qu'ils élaborent, la nécessité d'épouser les formes du social. Et que rien ne serait plus ennuyeux pour une société que de maintenir, c'est Durkheim qui le disait, un système juridique qui serait en décalage avec une opinion générale. Il y a cependant une condition. Et cette condition, c'est ce qui permet précisément à l'homme politique de parler, à l'opinion publique d'avoir ses propres libertés. Cette condition, c'est le respect des droits de l'homme. Et c'est précisément à partir de cette articulation entre l'adaptation aux formes du social et la nécessité de s'inscrire dans un ordre normatif marqué par le respect des droits de l'homme que doit, me semble-t-il, s'installer la décision politique. Ce qu'on oublie quand même, qu'il faut dire, par exemple ce que dit Nicolas Sarkozy, ce qui n'est pas faux à mon avis, c'est-à-dire qu'il y a aussi une stratégie de la visibilité, pas des musulmans en général, mais des plus actifs d'entre eux, une stratégie de la visibilité qui vise précisément à avancer un pion, à provoquer, à susciter tout ce débat, au point que Caroline Fourest nous explique aujourd'hui que prendre un arrêté anti-burkinique est une façon de provoquer ou une façon de pousser la société dans ses retranchements, ce serait donner de l'eau au moulin à cette volonté de visibilité. Face à en admettant... On en revient finalement à se montrer discret de Jean-Pierre Chevènement. En admettant qu'il y ait cette volonté, disons, cette stratégie de certains musulmans les plus radicaux, est-ce que là, il n'y a pas une nécessité de répondre ? Si ce n'est pas par l'interdiction, on a l'impression que là, on est sans moyens, la laïcité est sans moyens. Alors, votre question me semble être contestable dans ses prémices. Elle est contestable dans ses prémices parce qu'elle réduit la population musulmane identitaire à une unité qu'on met en avant souvent, mais qui n'a pas été démontrée. Nous disposons d'un certain nombre d'enquêtes concernant, je vais vous étonner, le voile, simple. Nous disposons d'enquêtes, et c'est là que je vais vous y donner, concernant la burqa, concernant le voile intégral. Et on s'aperçoit qu'il y a une grande polysémie de ces signes religieux, et que les femmes qui portent ces signes ne sont pas nécessairement toutes portées par un désir de reconquête ou de conquête islamique. Vous niez qu'il y ait des islamistes qui demandent à ce qu'il y ait une visibilité, qu'il y ait une stratégie de certains islamistes. Ah non, je ne dis pas qu'il existe certains islamistes qui, en effet, tentent, comme vous le disiez, de pousser des pions, de gagner l'avantage. Simplement, ce que je refusais dans votre question, c'était le jugement trop homogénéisant qu'elle portait, et de ce point de vue un peu en contradiction, me semble-t-il, avec un certain nombre d'enquêtes qui nous montrent que ces signes religieux doivent être interprétés avec prudence, que ce sont des ports de signes évolutifs, plastiques, et qui ne sont pas investis par les acteurs nécessairement des mêmes significations. Cela dit, je répondrai volontiers à votre question en disant que le droit français sur cette question-là est très clair. Le principe est à la liberté. Et c'est à partir du moment où la liberté remet en cause un ordre public marqué par le respect nécessaire de la sécurité, de la tranquillité, de la salubrité, que l'État doit intervenir. Tout notre droit libéral s'est construit en France et ailleurs sur l'idée d'un contrôle a posteriori. Et voici que votre question m'inclinerait à penser qu'il faille modifier les priorités et contrôler désormais a priori des conduites dont on ne sait pas si elles sont portées au fond par le désir de remettre en cause l'ordre public. Avec 2 tribunes à lire dans la presse pour poursuivre cette réflexion largement entamée avec vous, Philippe Portier, celle d'Étienne Balibar, qui est paru ce matin dans Libération et qui estime qu'il
qu'il faut mettre fin au développement de la laïcité identitaire, une conception qui en vient à construire un communautarisme d'État. Il va même plus loin en saluant l'ordonnance du Conseil d'État. On évitera, écrit-il, de voir en France une police des mœurs chargée non de forcer les femmes à porter le voile, mais de les forcer à l'ôter. Merci beaucoup. Il y a fort à penser et fort à croire que cette laïcité restera au cœur des débats de cette année présidentielle, avec peut-être, dites-vous, un risque d'instrumentalisation, mais peut-être aussi une possibilité de la repenser et de l'adapter à notre époque. Un grand merci à la brigade de la Grande Table.